Bonsoir Pradip, Claude Mercutio. Dans cette nuit du 7 au 8 octobre 1998, je teste un nouvel appareil pour refaire les enregistrements de tes poèmes, voir si cet appareil convient mieux que le précédent. Alors, tout d'abord, Pradip Choudhury, nous nous sommes rencontrés à Bergerac au cours d'un festival où une soirée lui était consacrée. Je disais des poèmes, il a apprécié ma manière de les dire, sans doute, et comme il fallait quelqu'un pour dire un de ses longs poèmes, Raterie, la nuit, eh bien on me l'a donné comme cela, et j'ai dû le découvrir et le lire devant le public sans l'avoir travaillé auparavant. Et pour cet enregistrement, je vais faire la même chose. Chaque poème ne sera enregistré qu'une seule fois, après une lecture, de façon à en donner une interprétation spontanée, pas du tout travaillée. Tout d'abord, une biographie de Pradip Choudhury par Bruno Sourdin, qui parut dans Poésie clandestine. Pradip Choudhury, poète bengali. Pradip Choudhury, né le 5 février 1943, est un poète bengali qui se situe d'une façon très obstinée dans la lignée de Kerouac et de l'aventure beat. On découvre très régulièrement son nom au sommaire des revues beat et post-beat, qu'elles soient éditées au Canada, Alpha Beat Soup, aux États-Unis, Inkblot, au Japon, Blue Jacket, ou en Belgique, Fujit Tempus. On l'a retrouvé en bonne compagnie, celle d'Allen Ginsberg, de Lawrence Ferlinghetti, de John Montgomery et de Joy Walsh, dans l'anthologie Québec Kerouac Blues, publiée à Montréal à l'occasion de la rencontre Jack Kerouac de 1987. À Calcutta, il crée sa propre revue, Foo, dans laquelle il a imposé une relecture fervente de la saga du Vagabond Céleste. Chez Jack, qu'il appelle son frère éternel, il aime d'une manière obsédante la soif de liberté, l'amour de toute chose, et plus encore, cette capacité de trouver au milieu de la vaste route l'éternel silence, où tout a un sens, car rien n'a un sens, comme lorsqu'on est en état de satori. Voici encore ce qu'il écrit. Je connais toute la signification de l'expression nostalgie de Tijan et l'horreur de ce moment qui vous paralyse quand vous extirpez votre foi pour savoir que vous êtes dans une ville comme Calcutta. Calcutta. Effroi et terreur. Aucun poète au monde n'est peut-être mieux placé que Pradip pour observer journellement la folie et l'étrangeté du monde, l'incroyable jeu du monde, la lila des textes sacrés hindous. Avec un petit groupe de poètes ardents et révoltés, Pradip a formé vers 1964 la Hungry Generation, qui partage beaucoup d'objectifs de la Beat Generation américaine, révolte contre le conformisme, contre l'académisme littéraire et l'ordre social. Quand le mouvement de la Hungry Generation est apparu, il a fait l'effet d'une bombe au cobalt sur la scène littéraire somnolente de Calcutta. Ces jeunes gens se sont mis à secouer très fort le cocotier. Résultat, Choudhury a été arrêté, accusé d'obscénité, comme Ginsberg en Amérique, et expulsé de l'université Visva Bharati. Par la suite, la Hungry Generation a donné naissance à une littérature différente, alternative, qui a balancé quelques beaux pavés contre l'établissement culturel indien que Pradip appelle joliment le merdier séculaire de la tradition littéraire bengali. Depuis, ce terrible vent d'Est souffle sur la route. Écoutez son chant acide, nerveux, énergique, insensé, halluciné. C'est le blues déjanté de Calcutta. Un sacré feu de Bengale. Bruno Sourdin. Poésie clandestine. Et voici un article de présentation signé Paul Georgelin sur la poésie indienne, qui porte en sous-titre « La génération d'après-guerre, la Hungry Generation et Pradip Choudhury ». La dernière guerre, faite de près de 6 années de violence en Europe, dont 2 de moins pour les Américains, avait ébranlé profondément des habitudes de vie tranquilles et rassurantes, malgré scandales et soubresauts financiers, prises en seulement 20 années de paix. Il semblait qu'un nouveau monde émergeât du chaos, de part et d'autre de l'Atlantique, sur un fond d'inquiète interrogation. Déjà, dans l'immédiate avant-guerre,
Henry Miller avait violemment attaqué les fondements hypocritement moraux de l'établissement d'outre-océan. C'était, à partir de 1934, des œuvres telles que Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne, Printemps Noir, Le Monde du Sexe. Et l'on sait que dans toutes les armées du monde, entre deux batailles, les GI n'avaient pas manqué de se défouler en Europe et dans le Pacifique. Or, la reconstruction, le rééquipement civil et l'antagonisme Est-Ouest exigeaient qu'on fît rapidement quelque chose, comme avec frénésie. La classe politico-militariste ne se résolvait pas à désarmer et entretenait une psychose de menaces, notamment avec les interventions en Corée et en Indochine, et administrait des condamnations regrettables. La jeunesse, qui se trouvait impliquée malgré elle dans ces préoccupations, ressentait plus que d'autres l'inquiétude du temps et, s'agitant sur des rythmes nouveaux, s'évadait des incertitudes en découvrant des paradis artificiels renouvelables à volonté. Une nouvelle génération d'écrivains et de poètes, la Beat Generation, qui avait lu Rimbaud, Lautréamont, Artaud, Michaud, Céline et Genet, surenchérissent sur Miller, dont ils se savent les continuateurs, et démolissent le langage de l'expression poétique et littéraire au bénéfice d'une écriture immédiate et instinctive, sans autre souci que de dire ce qu'ils pensent en eux-mêmes. Les catalyseurs de l'inspiration sont la drogue, l'alcool et le sexe, dans des groupes pratiquant l'échange fraternel, voire le bouddhisme, le zen et l'exotisme, dans une recherche d'extase et de nirvana, prélude à la composition. La Hungry Generation et Pradip Choudhury. Ce premier mouvement de révolte que laissaient pressentir dans les pays d'Ouest les crises financières de 1929 et, chez nous, celles politiques des années précédant la Seconde Guerre mondiale, en avait donc dénoncé les fondements moraux, plus formels que réels. Déjà, Rabindranath Tagore, peu avant de mourir en 1941, qualifiait cette guerre d'effondrement d'une civilisation qui avait péché par orgueil. Affaiblies par un effort de guerre démesuré, les nations occidentales étaient incapables de s'opposer à la montée des nationalismes dans les pays colonisés, lesquels avaient eux-mêmes payé le tribut du sang dans l'enroulement auquel on les soumettait. Les pays communistes, avec des carcans d'encadrement social qui semblaient encore immuables, échappaient à cette dépression et se montraient assurés de leur destin. Quant à l'Inde, c'était toujours le pays des castes respectueuses de leur rang dans la société, des vaches sacrées, de la contemplation intérieure et de la transcendance spirituelle, malgré les luttes pour l'indépendance et la partition religieuse. Mais chaque jour de moins en moins sans doute. Car la société en place étant là aussi ce qu'elle était, les idées venues d'Occident n'avaient pas manqué de faire leur chemin. C'est ainsi qu'en 1964, un groupe de jeunes poètes de Calcutta publiait sous le titre Hungry Generation un recueil collectif qui éclatait comme une bombe. Comme aux États-Unis et en Europe, la presse parla de corruption de l'esprit, d'obscénité et de conspiration contre la société. Arrêtés et maltraités, ces garçons furent chassés de leur emploi, et l'un d'eux, Pradip Choudhury, renvoyé de la célèbre université Visva-Bharati fondée par Tagore. Time Magazine s'empara de l'affaire, provoquant le soutien de l'arrière-ban des poètes du monde souterrain, le City Lights Journal de Ferlinghetti, Culture pour culture, et d'autres publications vinrent à la rescousse. Un des accusés, condamné à une amende qu'il ne pouvait payer dans un pays où un riche était entouré de 1000 pauvres, écrivit « Je dépraverai et corromprai l'homme jusqu'à ce qu'il soit saint. Je veux ramener la poésie à la vie. » La guérison du mal devait venir de l'excès du mal, démystifié et démythifié, ainsi que d'un vaccin. Ces poètes, qui se rebellaient contre une société hypocrite, s'étaient nourris des mêmes lectures que leurs grands frères occidentaux, mais avaient aussi pu bénéficier de l'expérience de ceux-ci. Miller, Ferlinghetti, Ginsberg, Kerouac, Burroughs, Snyder. Leur thème, comme l'indiquait le nom de leur manifeste, était la faim. De nourriture, de liberté, d'honnêteté, de vérité, de justice. Si la situation sociale était bien pire qu'en Occident, les moyens n'avaient pas changé. Eux aussi étaient des révolutionnaires de l'expression, utilisant tout le langage de l'homme, avec ses images, ses cris
et ces manifestations du sentiment que leurs pères gardaient honteusement au fond d'eux-mêmes. Leurs écrits sont donc pleins de désespoir, de terreur, d'horreur, de frustration, de pessimisme, de nihilisme morbide, de perversité. Le poète bengali Tagore exprimait dans sa poésie une religion au Dieu universel. Ceux-ci veulent créer une religion dont l'homme est le Dieu. Le groupe, par la suite, éclata en factions indépendantes, voire rivales. Quelques-uns de ses membres ont fait leur chemin dans une société qu'ils avaient attaquée et renié leurs œuvres de jeunesse. Cependant, 30 ans après cette explosion, Choudhury est resté fidèle à sa révolte. Sans doute a-t-elle pris des accents moins abrupts, mais plus profonds. Il a rédigé un essai pour un congrès tenu à Montréal en 1987. L'existence phénoménale de Jack Kerouac, son influence sur la conscience moderne. Et un autre, publié dans une revue, le faux nom qu'était Jack Kerouac. Écrivant en bengali, en anglais et en français, il édite une revue, Fou, dont le seul titre résume son attitude inchangée envers les médias de la société, avec des textes dans ces 3 langues. Il a publié, en 1990, un recueil de précédentes publications sous le titre The Black Hole, qui en fait représente la société sous la forme du célèbre trou noir de Calcutta, un réduit sans air ni lumière, où, au début de la conquête de l'Inde en 1756, 146 Anglais furent enfermés une nuit par les Bengalis. Au matin, 23 d'entre eux restaient vivants. Voici des poèmes de Choudhury qui présentent 2 aspects différents de l'auteur. L'un de pacifisme et l'autre d'ironie sceptique. L'extrait qui suit nous présente un autre personnage postérieur au précédent qui a atteint un certain état de béatitude contemplative tourné vers des horizons intérieurs. La guerre. Des signaux de guerre flamboient d'une planète morte. Toute une division armée bivouaque ici, impassible. Des murmures féminins entrelacent l'éther venant de Radio Silence. Des ceinturons desserrés tombent des tailles des soldats. Des bandes d'oiseaux sauvages passent en travers des canons de leurs fusils. C'est la fin de toutes les injustes guerres de ce siècle. Leur mot d'ordre est celui de liberté. Leurs grenades ont explosé. Maintenant, cette terre, ravagée par les épidémies, déborde d'une santé nouvelle, aux senteurs d'eucalyptus. Une main noire est entrée dans mon sang. Une main noire est entrée dans mon sang. Donne-moi quelque chose, un écho, une réaction frissonnante dans mon corps. Je me refuse de donner quelque chose à cette main affamée. Fin de mes obscures tractations. J'entends le rire nerveux de quelqu'un dans mes veines. C'est moi. Poème de café en fin d'étude. Feuilletant les pages d'un ouvrage de géographie, je prends conscience que ma protestation s'est maintenant infiltrée dans un sein calme où les chants capricieux sont devenus tranquilles comme la neige. L'amour, les rayons de soleil danseront et jailliront comme la source de lait. Oui. Mais quand? Quand il n'y aura aucune clameur environnante, quand il n'y aura que désir et lumière d'affection, quand il y aura l'invisible ondulation d'un étang entre les lignes des lèvres calmes. Cette vie même, qui s'étend au-delà des significations, frissonne un instant, tandis qu'une cellule se divise en 1 million. Après l'apaisement complet d'un poème d'amour et de tambour de guerre, une main calme s'étend du ciel du couchant à l'horizon du levant, et une fontaine de lumière jaillit scintillante en une flèche écarlate. Chaque soir, je me repose sur mon toit orné de fleurs épanouies. Tête droite, je me lève pour voir les lumières multicolores d'un restaurant qui brille, éblouissante, en dessous. De toute façon, un œil bleu continue à me guider. J'aime le chant et la voix qui chante. Avant d'enregistrer les poèmes de Pradip, je vais lire la courte préface qu'il a mise sur l'exemplaire de raterie qu'il m'a offert. Claude Mercutio. Cher ami,
Je me souviens très bien votre présence animée à Bergerac en 1996 et votre excellente présentation de mon poème « Raterie » cette soirée-là. Voilà « Raterie la nuit » pour toi. Amitié sans fin. Les poèmes qui suivent sont extraits d'un recueil qui s'intitule « Tulipes en colère ». Tout d'abord un mini-poème sans titre. Venez couper mon cœur, gitane, au Louvre. J'escalade le cyprès en flammes. Je dois acheter un bijou à Tahiti. Mise en scène. L'interland de ma vie, la poésie. Il est éclairé à giorno, mais soigneusement limité par la circonférence fluide de ce théâtre des rêves. À Suchitra. Je réintègre le hall après une petite pause cigarette. En ce mois de mai, Midi a jeté son charme sur toute la communauté endormie. Le bassin et l'escalier s'enfonçant, le balcon extérieur, le perroquet en cage, chaque chose dort. En regardant la foule inquiète qui encombre le hall, mes cils se mettent à trembler comme ceux d'une sirène. Le décor est posé. Saurais-je jouer mon rôle? Derrière le rideau de fond, un langage en morse. Je franchis la porte. De haut en bas, la maison dort, le canapé, la vitrine, les livres encoffrés et la sagesse elle-même enfermée dans les livres. J'ai pour rôle de rejoindre la femme hautaine dormant sur le dos, les jambes croisées. Un couteau de cuisine rutilant repose à côté d'un bol décoré. Elle est la maîtresse d'un dévoreur féodal de femmes. Sous le soleil de midi, je vois avec clarté la femme assise avec raideur dans le boudoir, et j'observe par la fenêtre le lac étal, ma folle bien-aimée. Il y a de l'orage dans ses cheveux relâchés. Vas-y, saisis ce couteau brillant. Les spectateurs et moi-même, entassés dans le hall, savons qu'il y aura un meurtre et une effusion de sang. J'irai droit vers elle, et au toucher de ses cheveux, nous serons simultanément électrifiés. Viendra alors la pluie. Mais finalement, rien ne se passe. Je t'aime. Sur ce cri, le rideau tombe. Un poème assez long. Rimbaud. Je suis le plus jeune et cervelé, ivre et ivrogne d'entre eux tous. Pour tous les conforts de cette planète, c'est mon autorisation qu'il demande. Je ne suis habitué à aucune éternité, ni à aucun homme. Mon amour instable est sans méthode. Tout ce que je sais, c'est aller au-delà de la carte. Et Paris. Oui. Tu es emprisonné dans ces toilettes de folie et de cuisses trempées de sperme. Tu m'étrangles avec ton hymne secret de vie éternelle. Je suis de la tribu périlleuse, et mes excitations étranges défont les nœuds du ruban rouge de cette ville démentielle. Minuit maintenant, et je m'assieds, seul, dans un parc hostile. Je continue à regarder Calcutta, même dans le noir, avec mes yeux naturels. Les images du village délabré d'où je viens, et de ma mère qui me laissa tomber là-bas, me hantent pour un moment comme des coups de fouet. C'est tout, oui. Et comme alternative à l'horreur, je saisis la bouteille de liqueur du pays et l'avale comme un expulsé que je suis. Les poils de mon corps se hérissent comme ceux énormes d'un porc-épic. Ah, maintenant je peux comprendre la fin de Paris et de moi-même, et l'indifférence de Pan et d'Apollon. Ces flics envoyés pour me dévorer se retirent tête basse, insultés par rien d'autre qu'un garçon capricieux. Oh, vraiment. Le fameux fourneau de l'enfer était-il si différent de ça? Est-ce que la nature de l'homme a été aussi disséquée, là-bas comme ici? Je veux dire, fou comme je suis, je prends une jeune fille, pénètre sa virginité comme la morsure d'une pomme fraîche qui vient de tomber du ciel. Je cours vers chaque salle à manger, de Marseille à Calcutta, pour manger les racines vierges de cette belle fille à moi. Mon amour, ma reconnaissance, mon incarnation, mon mirage de 1000 éphémères bulles de son visage reflété derrière cette porte. Je rentre dans mon hallucination. Oui, tout cela est ce qui est en jeu.
Je fouille la pièce, pleine d'atomes explosés. Je trébuche. Je fais la culbute à ses pieds en rayon de lune. Je commence à sursauter et je suis temporairement couvert d'un drap d'impuissance. Je suis rempli de crainte par d'étranges privations d'yeux de cette planète. Pourquoi les femmes sont-elles nées ici pour allumer les feux des hommes, même sans allumettes? Je suppose que c'est nécessaire. Là, regardant la tour Eiffel, mon corps reste immobile. Oui, un instrument métallique qui flagelle les cieux. Maintenant, la progéniture de Dieu descend. Vraiment une invention merveilleuse dans le crâne compliqué de l'homme. Oui, la même peine éternelle, insensée. Et il m'appelle fou, parce que je regarde et le dis. Jayita attend avec impatience une planète lointaine. Bon, oui, on s'est tenu sur 2 planètes rivales. Je ne peux ni voir ni toucher son corps d'ici, ni elle le mien. Des vents du désert sont abandonnés entre nos lèvres. La voix humaine jaillissant quelque part du fond de la poitrine ne revient plus jamais à la maison. C'est juste l'ombre de l'acte de procréation qui pose ses mains sur les muscles de mon épaule et m'anéantit. Dans la 2e moitié de ma vie, ce rêve mystérieux, confusion, vision ou illusion d'une rangée de dents dans le corps d'une femme. Oui. Toute mon interaction est colorée par de telles acrobaties nocturnes. Dans mon corps, le mystérieux mucus, dirait-on, se dilate, et une lumière phosphorescente fait briller la terre aux couleurs d'automne. Comme dans une extase, je me déplace du salon de la cité au sentier nu, de la rue à la cuisine. Devant la porte de la prison, un tremblement sans fin m'a presque étranglé. La peur seule nous rapproche. Femme, Jayita attend avec impatience la planète lointaine où j'ai laissé la veste à sa place et mon désir sanguin la réveillera d'une pénétration chaude et forte. Dans la nuit froide de décembre, elle n'osera plus bondir hors du lit de peur des assassins, ni s'enfuir d'effroi en tenant son doigt fondant sur l'ulcère d'un poète. Oui, j'en suis sûr. Pour le besoin urgent de faire fondre la neige tassée, Jayita elle-même m'incitera à lui laisser ma veste de cuir. Pour toujours. Et voici le poème qui donnait le titre au recueil. Tulipes en colère. Entendu, tout rêve est contre-productif, mais c'est que nous aimons rêver. Des amis, telle une horde de roses à demi ouvertes, arrêtés dans ma chambre. Tantôt silencieux, tantôt exubérants comme une cascade. Ils parlent sans cesse et attendent que le siècle nouveau vienne. Dans les mêmes poches, ils tiennent des fusils de chasse, des couteaux mal soignés, des pots de terre, un rustique bengala, des terres de récolte en un matin d'hiver, et la communauté rurale toute trempée assise auprès du feu à raconter des histoires, tandis que l'odeur du tabac et de l'herbe, poteau indicateur de l'après-siècle, emplit cette ville dans la ville. Se tenant entre les 2 collines de la vérité et du mensonge, les tristes assassins nient la naissance, la mort, les enfants et le mariage légal. Toute la chambre est alors emplie des harmonies amoureuses du phonographe et de la vapeur de respiration collective se dirigeant vers un avenir inconnu. Je regarde leurs mains pelotonnées en poing, leurs yeux insolents mais vibrants comme des cordes de piano, et rouges d'une intoxication miroitante. Je contemple leurs vêtements colorés et bizarres. Maintenant, l'union de 2 planètes conflictuelles ne semble pas impossible. Je jette un regard sur leurs pieds rugueux. Hélas, je vois là des marques blanches de chaînes fabriquées par l'homme. Je regarde en moi mes rêves. Oui, mes rêves sont liés de façon complexe à ces marques. Ma chute. Je ne vois rien à sauver. Même le corps pense que l'exigence corporelle, c'est l'exigence indue. Pendant les moments d'excitation, il ne marche pas bien. Bonne cuisine vient près de la main. Les chaises voluptueuses exigent un peu de loyauté. Je ne peux pas donner une bonne réponse. Je remarque chaque beau visage dans le cortège. Elle soulève sa bouche jusqu'à mon nez
et tout à coup, elle se retire avec le parfum de son souffle. Ma chute magnifique devient très claire.